Les flammes dansaient sur les collines de la Loire, tandis que les clochers des églises, autrefois symboles de foi et de paix, semblaient pleurer sous la fumée noire qui s'élevait dans le ciel. Qui aurait pu imaginer que la vallée, si tranquille et fertile, deviendrait le théâtre d'une guerre qui allait déchirer des familles et changer à jamais le visage de la région. Au cœur de l'Anjou, à Angers et dans ses environs, les guerres de religion faisaient rage. Catholiques contre protestants, voisins contre voisins, frères contre frères. La Loire, qui serpentait paisiblement entre les vignobles et les châteaux, était témoin silencieux de conflits qui mêlaient foi, pouvoir et trahison. Et pourtant, derrière les récits de violence, il y avait des hommes et des femmes, des histoires de courage, de peur et de choix impossibles. Imaginez un matin d'été, la brume encore accrochée aux rives, lorsque Jean, un jeune vigneron, descendait vers le marché d'Angers. Il porte sur ses épaules le poids de ses convictions. Sa famille, fidèle à la religion catholique depuis des générations, se méfie de ses voisins huguenots qui, eux, prient dans le secret des maisons pour ne pas attirer l'attention des autorités. J'en sens l'inquiétude dans l'air, ce frisson qui précède le chaos. Dans ses yeux, une question. Comment coexister quand la foi devient une arme? Les guerres de religion aussi en France de 1162 à 1198 n'épargnèrent aucune région, mais la Loire possédait un caractère unique. Ici, la richesse des terres, les villes florissantes et les châteaux imposants n'étaient pas seulement des témoins de prospérité, mais aussi des cibles stratégiques. Angers, avec ses murailles solides et son château dominant la ville, était un point clé pour contrôler le commerce et les routes entre le nord et le sud. La présence des protestants, bien que minoritaire, était significative. Ils représentaient une voix qui contestait l'autorité catholique et réclamait plus de liberté pour pratiquer leur foi. La tension était palpable. Dans les cafés et sur les marchés, les conversations murmuraient les nouvelles. Un temple huguenot avait été incendié à Saumur. Une famille catholique avait été attaquée près de Chalonnes. Chaque jour, le nombre de fidèles qui osaient afficher leur religion diminuait, remplacé par la peur et la prudence. Mais la Loire, vaste et tranquille, semblait ignorer ces divisions. Ses eaux continuaient de couler, ses poissons de nager, comme si la nature refusait de prendre parti dans les conflits des hommes. Les historiens parlent souvent de chiffres et de dates, mais ce qui compte, ce sont les histoires humaines. Comme celle de Marguerite, jeune fille de 17 ans, dont la famille catholique vivait dans un petit village à l'écart de la ville d'Angers. Elle passait ses journées à aider au potager et à prier à l'église du village. Un soir, des soldats huguenots entrèrent dans le village pour chercher des fournitures. Marguerite les vit de loin, leurs armures reflétant la lumière du coucher de soleil. Son cœur battait à tout rompre. Fallait-il se cacher ou risquer de parler? Cette décision, simple en apparence, pouvait décider de la survie de sa famille. La Loire, tout autour, restait témoin. Ses rives, ses îles et ses vignobles deviendront plus tard des lieux de bataille, d'attaques surprises et parfois de trêves temporaires. La géographie de la région jouait un rôle crucial. Les collines offraient des points de vue pour repérer les ennemis. Les forêts servaient d'abri pour les groupes de résistants. Et les rivières permettaient des déplacements
rapides ou des retraites stratégiques. Comprendre la Loire, c'était comprendre la guerre elle-même. Mais pourquoi ces guerres? Pourquoi une région comme l'Anjou, connue pour sa richesse agricole et ses habitants tranquilles, fut-elle déchirée? La réponse se trouve dans la combinaison de politique, de religion et d'économie. Les rois de France, désireux de maintenir leur autorité, voyaient d'un mauvais œil la propagation du protestantisme. Les nobles locaux, eux, voyaient dans ces tensions une opportunité de renforcer leur pouvoir ou d'acquérir des terres. Et au milieu de tout cela, les habitants ordinaires, comme Jean et Marguerite, se retrouvaient pris dans un conflit qui les dépassait. À Angers, les marchés autrefois animés devinrent des lieux de méfiance. Les Huguenots venaient discrètement acheter des marchandises, se glissant parmi les catholiques sans révéler leurs croyances. Les murmures et les regards fuyants devinrent la nouvelle langue commune. Certains habitants commençaient à se demander si la coexistence était possible. Mais chaque incident, chaque rumeur alimentait un feu invisible, une colère silencieuse qui ne demandait qu'à exploser. Les églises elles-mêmes étaient des champs de bataille symboliques. À Angers et Saumur, certains prêtres catholiques prononçaient des sermons enflammés contre les Huguenots, accusant ces traîtres à la foi de semer le chaos. De leur côté, les pasteurs huguenots, cachés dans des maisons ou des granges, prêchaient la tolérance et la persévérance, mais leurs mots étaient souvent interrompus par des menaces de violence. Dans cette guerre, la parole était une arme, et chaque phrase pouvait déclencher un conflit. Et puis, il y avait les châteaux, ces symboles de pouvoir et de sécurité. Le château d'Angers, imposant avec ses murailles de pierre grises, devint un refuge pour les catholiques, mais aussi un objectif stratégique pour les Huguenots. Les assauts et les sièges se succédèrent, laissant des traces visibles encore telles aujourd'hui. Les pierres portaient les marques des boulets, les jardins témoignaient de combats et de privations. Chaque village, chaque ruelle racontait une histoire de résistance, de peur et parfois de trahison. Pour comprendre cette époque, il faut se placer dans la peau des habitants. Imaginez le dilemme de Jean, qui voit un ami d'enfance rejoindre les rangs des Huguenots. Imaginez la peur de Marguerite lorsqu'elle entend des coups à la porte au milieu de la nuit. Imaginez la fatigue, la faim et l'incertitude qui accompagnaient chaque décision. Ces expériences, bien que personnelles, reflétaient les tensions plus larges de toute une région et de toute une France. Et pourtant, malgré la peur et la violence, il y avait des moments de répit. Les fêtes de village, les vendanges et les marchés restaient des occasions de rencontre, où catholiques et protestants pouvaient, parfois, échanger des sourires et partager un repas. Ces instants, bien que rares, rappelaient que la Loire avait toujours été une terre de vie et de culture. La rivière n'était pas seulement un témoin, mais un lien entre les hommes, un fil qui reliait des communautés divisées par la foi, mais unies par la terre. Mais la paix fragile de la Loire ne pouvait durer. Les tensions se transformèrent rapidement en confrontations ouvertes, et la région entière fut entraînée dans un tourbillon de peur et de suspicion. À Angers et dans les villages voisins, chaque rumeur d'attaque huguenote ou catholique faisait battre les cœurs plus vite. On parlait de complots, de traîtres et d'alliances secrètes. Même les enfants, qui couraient dans les ruelles,
apprenait à se méfier des visages inconnus. Jean, le jeune vigneron, sentit que son monde changeait. Un matin, en se rendant au marché, il vit un groupe de soldats catholiques discuter avec colère près du pont de la Loire. Les nouvelles étaient terribles. Des villages huguenots avaient été pillés, des maisons incendiées et des familles étaient portées disparues. Il pensa à son ami d'enfance, Étienne, qui avait choisi la foi protestante. Était-il en sécurité? Jean serra les poings, incapable de comprendre comment la foi pouvait diviser, à ce point, ceux qui avaient grandi ensemble. À Saumur, ville connue pour ses fortifications et ses temples huguenots, la situation était tout aussi tendue. Les habitants de confession protestante vivaient dans la crainte constante d'une attaque. Les conseils municipaux discutaient en secret de l'installation de gardes et de barricades. Dans les maisons, les familles priaient en silence, espérant que leurs voisins catholiques respecteraient leurs croyances. Mais les tensions ne se limitaient pas aux soldats. Elles s'infiltraient dans chaque foyer, chaque ruelle, chaque champ cultivé. Les affrontements étaient souvent imprévisibles. Une embuscade pouvait survenir dans une forêt, un château pouvait être assiégé pendant des semaines, et un marché tranquille pouvait se transformer en scène de violence. Les Huguenots utilisaient la connaissance du terrain à leur avantage. Les forêts et les collines autour de Saumur et d'Angers devenaient des refuges et des bases pour les guérillas. Les catholiques, eux, cherchaient à contrôler les routes commerciales et les points stratégiques, comme le pont d'Angers ou les châteaux de l'Anjou. Les dialogues entre habitants révèlent la peur et la complexité de la situation. Dans un village près de Chalonnes, Marguerite entendit sa voisine murmurer « Ils arrivent ce soir, mieux vaut cacher le pain et l'eau ». Marguerite sentit la panique monter. Que devait-elle faire? Se cacher et risquer que les soldats trouvent sa famille, ou tenter de négocier. Ces décisions, simples en apparence, étaient lourdes de conséquences. Chaque choix pouvait décider de la vie ou de la mort. La Loire, elle-même, semblait devenir un personnage silencieux, observant les tragédies humaines se dérouler le long de ses rives. Les bateaux de pêche servaient parfois à transporter des messages secrets ou à aider des familles à fuir les zones de conflit. Les ponts, autrefois symboles de commerce et d'unité, étaient transformés en barrières et points de contrôle. Même le paysage, avec ses vignobles et ses vergers, portait les cicatrices des guerres. Terres brûlées, villages abandonnés et champs laissés à l'abandon. Les Huguenots avaient des leaders déterminés. Certains nobles, séduits par la promesse de liberté religieuse et d'influence politique, organisaient des milices locales. Étienne, l'ami de Jean, devint un de ces leaders, utilisant sa connaissance du terrain pour protéger les familles protestantes et sécuriser les villages. Mais ces actions étaient périlleuses. Une attaque ratée pouvait entraîner la destruction de tout le village et la mort de dizaines de civils. Chaque victoire était teintée de peur et de perte. Pendant ce temps, les catholiques, eux aussi, organisaient leur résistance. Les prêtres prononçaient des sermons enflammés pour maintenir la loyauté de leurs fidèles, tandis que les nobles catholiques mobilisaient leurs troupes pour défendre les châteaux et les villes. Les dialogues entre ces groupes révélaient souvent l'incompréhension et la colère. Ils n'ont pas le droit de prier chez eux, disait un prêtre à Angers, et nous avons le droit de vivre selon notre foi.
répliquait un pasteur huguenot caché dans une grange. Au fil du temps, ces confrontations se transformèrent en véritables batailles. Le siège de certains châteaux dura des semaines, avec des habitants pris au piège, rationnant nourriture et eau. Les familles observaient les alentours, écoutant le moindre bruit, craignant le bruit des canons ou le fracas des portes en bois. Ces moments étaient longs et angoissants, et les histoires des survivants racontent la fatigue, la faim et la tension permanente qui régnait dans la région. Mais la guerre n'était pas seulement physique, elle était aussi mentale. La peur, les rumeurs et les trahisons rendaient chaque journée incertaine. Jean devait désormais décider s'il devait aider son ami Étienne et risquer sa propre vie, ou rester avec sa famille et se protéger. Marguerite, de son côté, commençait à comprendre que la survie dépendait de la prudence, de la discrétion et parfois de la tromperie. Ces choix n'étaient pas faciles, et ils reflétaient la réalité de milliers d'habitants le long de la Loire. Malgré la peur, certains moments montraient que la solidarité était possible. Dans un village isolé, un catholique partagea du pain avec un voisin huguenot qui avait fui les combats. Dans une autre ville, des familles de différentes religions se réunissaient pour reconstruire des maisons détruites, mettant de côté la foi pour survivre. Ces gestes, bien que petits, rappelaient que l'humanité pouvait persister même dans les moments les plus sombres. Les conséquences sociales et culturelles des guerres de religion furent profondes. Des familles furent divisées, des alliances brisées, et la confiance entre voisins fut durablement ébranlée. La Loire, qui avait toujours été un lien entre les communautés, devint parfois un obstacle et un témoin des tragédies humaines. Mais elle resta aussi un symbole de résilience et de continuité, rappelant aux habitants que la vie pouvait persister malgré le chaos. Alors que les années passaient, les batailles et les sièges continuaient, mais la région commençait à se transformer. Les leçons de ces conflits allaient marquer la Loire pour les générations à venir. La peur et la violence laissaient une place à une prise de conscience. Coexister, malgré les différences religieuses, était la seule voie possible pour reconstruire la région et protéger les générations futures. Puis vint le moment où la guerre éclata de manière brutale dans les cœurs et les rues de la Loire. Les années de tension et de méfiance atteignirent leur paroxysme. Angers, Saumur et les villages voisins connurent des journées qui resteraient gravées dans la mémoire des habitants pour toujours. Chaque ruelle, chaque pont, chaque colline semblait porter l'écho des cris, le fracas des épées et des canons. Jean marchait dans le marché désert, ses pas résonnant sur les pavés humides. La peur s'était installée comme une ombre persistante. Il pensa à Étienne, son ami devenu leader huguenot. Ils avaient grandi ensemble, partagé des jeux et des secrets. Aujourd'hui, ils étaient en désaccord, séparés par la foi, mais liés par un passé commun. « Pourquoi devons-nous souffrir à cause de nos croyances ?» murmura Jean, le vent transportant sa voix vers des places vides et silencieuses. Le siège de Saumur fut l'un des moments les plus critiques de la région. Les Huguenots, malgré leur nombre limité, défendaient leurs fortifications avec une détermination acharnée. Ils connaissaient chaque sentier, chaque mur, chaque passage secret. Les catholiques, eux, cherchaient à briser cette résistance pour reprendre le contrôle des villes et sécuriser la Loire pour le commerce et le pouvoir.
Les combats étaient intenses, souvent au corps à corps, et la ville devint le symbole de la résistance protestante dans l'ouest de la France. Dans les villages alentours, les habitants vivaient dans la peur constante de représailles. Marguerite, cachée dans une grange avec sa famille, observait les flammes s'élever d'un village voisin. Les murs tremblaient au rythme des coups de canon, et l'odeur de la fumée et du bois brûlé emplissait l'air. Chaque visage, autour d'elle, exprimait l'angoisse et la fatigue. Elle savait que la survie dépendait de chaque décision, de chaque silence, et parfois du courage de dénoncer ou de protéger un voisin. Les dialogues entre civils et soldats révèlent la complexité de cette guerre. Un soldat catholique, haletant après une attaque ratée, cria à ses compagnons « Nous ne pouvons pas laisser ces hérésies prospérer. Nous devons frapper vite. » Dans une maison voisine, un pasteur huguenot murmura à ses fidèles « Restez calmes, cachez vos prières, mais ne perdez pas votre foi. Dieu est avec nous-mêmes dans l'ombre. » Ces paroles, simples et fortes, reflétaient le mélange de peur et de détermination qui animait les habitants. Le conflit ne se limitait pas au combat physique. La Loire était aussi le théâtre de jeux d'espionnage, de messages codés et d'alliances secrètes. Les bateaux qui naviguaient sur le fleuve transportaient parfois des vivres, parfois des armes, et parfois des messages d'avertissement. Les collines et les forêts autour de Saumur et d'Angers servaient de cachette pour les messagers et les réfugiés. La guerre se jouait autant dans les esprits que sur le terrain. Malgré la violence, il y avait des moments de courage et de solidarité qui défiaient la logique du conflit. Jean décida d'aider Étienne à protéger des familles protestantes qui fuyaient les attaques. Ensemble, ils traversèrent des forêts sombres, guidant des hommes, des femmes et des enfants vers des villages moins exposés. Chaque pas était dangereux. Chaque bruit pouvait alerter les soldats ennemis. Mais l'amitié et l'humanité surpassaient la peur. À Angers, le château devint le symbole de la puissance catholique, mais aussi de la vulnérabilité humaine. Les assiégés, bien que protégés par des murs épais, vivaient sous la menace constante des attaques. Chaque coup de canon faisait trembler la ville et rappelait que la guerre pouvait frapper à tout moment. Les civils, souvent pris entre deux forces, devaient naviguer entre loyauté et survie. Les conflits provoquèrent également des changements économiques et sociaux. Les champs laissés à l'abandon, les maisons détruites et les marchés fermés perturbaient la vie quotidienne. Les habitants devaient faire face à la faim, aux maladies et à l'incertitude. Les alliances locales changeaient selon les besoins. Un voisin pouvait devenir un allié un jour et un ennemi le lendemain. La Loire, autrefois source de prospérité, devenait parfois un obstacle et un symbole de séparation. Mais la guerre apporta aussi une réflexion sur la tolérance. Les habitants commencèrent à comprendre que la survie de la région dépendait d'une certaine forme de coexistence. Les moments où catholiques et protestants se retrouvaient pour reconstruire des maisons, partager des vivres ou protéger des enfants montraient que la haine pouvait être tempérée par l'empathie et la solidarité. Ces instants, bien que rares, donnaient de l'espoir et préfiguraient les transformations à venir. Le clou dramatique de ces guerres se manifesta dans un événement tragique à Angers. Une attaque surprise d'une milice protestante provoqua des pertes considérables. Les habitants, terrifiés, se réfugièrent dans les églises et les maisons fortifiées.
Les cris, les pleurs et le chaos emplissaient l'air. Jean Marguerite et Étienne, malgré leurs différences religieuses, se retrouvèrent face à un choix crucial. Rester passifs et risquer la mort, ou agir ensemble pour protéger le plus de vies possible. Leur décision allait marquer l'histoire personnelle de la Loire et démontrer que l'humanité pouvait exister même dans les heures les plus sombres. La violence, cependant, ne fut pas éternelle. Les traités et les accords politiques commencèrent à dessiner les contours de la paix. La tolérance, bien que fragile, devenait une nécessité. Les familles de différentes confessions apprirent à vivre côte à côte, parfois en silence, parfois avec des gestes de compréhension. Les villes comme Saumur et Angers restèrent des témoins de la guerre, mais elles devinrent aussi des symboles de résilience et de reconstruction. Les paysages de la Loire furent transformés, les villages abandonnés furent reconstruits, les châteaux endommagés restaurés et les champs à nouveau cultivés. Mais les cicatrices de la guerre restèrent visibles. Des pierres marquées par les combats, des ruelles vides et des familles dispersées. La mémoire de la guerre devint un enseignement pour les générations suivantes, rappelant que la foi et le pouvoir peuvent déchirer une région, mais que la solidarité et le courage peuvent la sauver. Au cœur de cette reconstruction, Jean, Marguerite et Étienne devinrent des symboles de la complexité humaine. Leur amitié, mise à l'épreuve par la guerre, survécut aux flammes et à la peur. Ils avaient en vue la haine et la violence, mais aussi l'empathie et la résilience. La Loire, qui avait été le témoin silencieux de tant de drames, devint le lien qui unissait ces histoires, rappelant que la foi peut diviser, mais que l'humanité peut rassembler. Avec la fin des combats les plus intenses, la Loire commença à retrouver son calme, mais la région portait désormais les marques indélébiles de la guerre. Les rivières coulaient toujours paisiblement, mais les villages et les châteaux racontaient une autre histoire, celle des cœurs brisés, des familles dispersées et des vies transformées. Angers, Saumur et les terres d'Anjou avaient été façonnées par le feu et la peur, mais aussi par le courage et la persévérance de leurs habitants. Jean se tenait sur la rive de la Loire, regardant l'eau refléter le ciel bleu. Il repensait aux années de conflit, aux choix impossibles qu'il avait dû faire, et à la perte de tant d'amis et voisins. Mais il voyait aussi la renaissance autour de lui. Les vignes repoussaient, les marchés reprenaient vie, et les enfants jouaient à nouveau dans les ruelles. La guerre avait laissé des cicatrices, mais elle avait aussi laissé une leçon sur la résilience et la nécessité de coexister malgré les différences. Marguerite, elle, avait appris que la peur pouvait coexister avec le courage, que la foi pouvait diviser, mais aussi inspirer. Elle aidait désormais à reconstruire les maisons et les ponts détruits, encourageant les habitants à travailler ensemble, catholiques et protestants, pour créer un futur où la violence ne serait plus la réponse. Elle savait que la tolérance ne se décrète pas, elle se construit pierre par pierre, acte par acte. Les changements dans la Loire ne furent pas seulement physiques, ils furent également sociaux et culturels. Les habitants commencèrent à partager des pratiques agricoles, à collaborer dans le commerce et à créer des communautés où la religion ne serait plus la seule mesure de valeur. Les mariages mixtes, bien que rares au début, devinrent progressivement plus acceptés, symbolisant l'idée que la survie
et la prospérité dépendaient de l'unité et non de la division. Les châteaux et les églises portaient encore les cicatrices et des combats. Le château d'Angers, par exemple, présentait des murs marqués par les boulets, rappelant la violence du passé. Les temples huguenots, reconstruits à Saumur, étaient des témoignages de résilience et de détermination. Chaque pierre, chaque fresque, chaque ruelle racontait une histoire de peur, de perte, mais aussi d'espoir et de reconstruction. La Loire, toujours présente, continuait de couler, un témoin silencieux mais persistant de l'histoire humaine. Les récits des habitants de l'époque témoignent également des dilemmes moraux et des choix difficiles qui ont façonné la région. Jean se souvenait de la nuit où il avait guidé des familles protestantes à travers la forêt pour les protéger. Marguerite se rappelait des matins où elle apportait de l'eau et du pain à ses voisins, malgré la peur d'être dénoncée. Ces gestes simples mais courageux démontrent que, même dans les heures les plus sombres, l'humanité peut persister. Les guerres de religion dans la Loire laissèrent aussi un héritage politique. Les seigneurs et les nobles locaux comprirent que la survie économique et sociale de leurs terres dépendait d'une certaine forme de tolérance et de coopération. Les alliances se firent et se défirent selon les besoins, mais progressivement, une conscience commune émergea. La paix, même fragile, était préférable au chaos. Cette leçon, bien que durement acquise, transforma la gouvernance et la société locale pour les générations suivantes. Au-delà des murs et des champs, ce fut la mémoire collective qui fut le plus profondément transformée. Les histoires des combats, des sauvetages et des sacrifices furent transmises de génération en génération. La Loire devint un symbole de cette mémoire, un témoin silencieux des erreurs et des triomphes humains. Les habitants apprirent à respecter le passé, à reconnaître la douleur des autres et à comprendre que la force ne résidait pas seulement dans les armes, mais dans la capacité à pardonner et à reconstruire. La réconciliation fut progressive. Les écoles et les lieux de rassemblement commencèrent à accueillir des enfants de différentes confessions, partageant connaissances et expériences. Les marchés redevinrent des lieux de vie et d'échange, où catholiques et protestants se croisaient pour vendre et acheter des produits, échanger des nouvelles et maintenir des liens sociaux. La Loire, qui avait été témoin de tant de violence, devint un symbole d'espoir et de continuité. Pour Jean, Marguerite et Étienne, la guerre avait laissé des cicatrices invisibles, souvenirs des pertes, regrets des choix impossibles et la peur persistante que le conflit puisse renaître. Mais ils avaient également trouvé des leçons précieuses, la loyauté, le courage, la solidarité et la force de la communauté. Ils comprirent que la foi ne devait jamais être une arme contre son voisin, mais un chemin personnel qui pouvait coexister avec d'autres croyances. La Loire, aujourd'hui, reste un témoin silencieux de cette époque. Les collines, les vignobles et les châteaux racontent une histoire de destruction et de renaissance. Les habitants modernes marchent sur les mêmes pavés, traversent les mêmes ponts et observent les mêmes rives, souvent sans imaginer les sacrifices et les choix qui ont façonné leur région. Mais la mémoire est là, gravée dans chaque pierre, dans chaque fresque et dans chaque conte transmis de génération en génération. En regardant la Loire,
l'on comprend que ces guerres de religion, aussi terribles qu'elles aient été, ont façonné non seulement les villes et les villages, mais aussi l'âme même de la région. La violence a révélé la fragilité humaine, mais la reconstruction a démontré la résilience et la capacité à apprendre des erreurs. Les habitants ont découvert que la paix et la coexistence ne sont jamais simples, mais qu'elles, valant tous les efforts et sacrifices, et ainsi la Loire continue de couler entre souvenirs de feu et promesses de renouveau. Elle rappelle que la foi peut diviser, mais que l'humanité peut unir, que la peur peut régner, mais que le courage peut triompher, que les cicatrices du passé ne sont pas seulement des marques de douleur, mais aussi des guides vers un futur où la compréhension et la tolérance deviennent essentielles. Alors que nous terminons ce voyage dans l'histoire de la Loire, souvenons-nous des leçons laissées par ces guerres, que chaque choix compte, que chaque acte de solidarité peut sauver des vies, et que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'humanité peut persister. Si vous avez aimé découvrir cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des récits qui façonnent notre